pense qu'il y a un grand avenir pour le conte. C'est quelque chose qui revient à vitesse grand V, puisqu'on s'aperçoit que de plus en plus il y a des festivals organisés dans les villes. Les gens ont besoin de prendre le temps, de regarder d'où viennent leurs racines. Très important la recherche par rapport aux racines. En plus, maintenant, il y a de plus en plus de liaisons avec les autres pays. On s'aperçoit que le conte est un langage universel. Qu'on soit russe, qu'on soit américain, qu'on soit africain, australien. On a tous des histoires à se raconter. Et on est tous plus ou moins sur le même imaginaire. Et la recherche de cette quête de l'absolu, de cette nostalgie de l'enfance. Les contes qui m'intéressent, ce sont les contes qui portent un message d'espoir. Je crois que l'espoir est quelque chose d'important dans la vie d'un homme. Et justement, mon grand-père qui avait été atteint d'une maladie, il avait gardé l'espoir jusqu'au bout. Donc ce que j'ai gardé comme image, cette phrase qui m'a toujours dicté dans ma vie, m'a toujours dit « Aweto est le cap de la montagne ». Regarde toujours le sommet de la montagne. Je me suis approché de mon arbre. Mais mon arbre ne parlait plus. Lui aussi, il était en deuil. Alors, je me suis mise à pleurer. J'étais écroulé. Plus de pépés, plus d'arbres. Lorsque d'un seul coup, dans l'horizon, j'ai vu un aigle. Un aigle s'est approché et il criait. Et son cri était de plus en plus audible. Il disait « Aweito, el cap de la montagne! Aweito, el cap de la montagne !» Pour moi, être conteur, c'est la suite logique de ma vie. J'ai eu d'abord une confrontation à la nature avec mon corps. J'ai eu besoin d'avoir plein d'expériences au niveau d'activités à risque, que ce soit l'escalade, l'alpinisme, la montagne, les descentes de rivières, de torrents, en faisant du canyon. Et là, j'ai passé l'âge. Je recherche encore quelque chose qui soit charnel avec la montagne et qui ait une liaison avec mon passé et le présent. Et je trouve que le conte, c'est une façon de continuer cette aventure, cette grande aventure que j'ai l'occasion de vivre. Ici, nous sommes au bout du monde, au cœur des Pyrénées. Entre la caresse de la Méditerranée et la force de l'océan, il y a une montagne qui se dresse, que l'on prénomme les Pyrénées, portant le nom d'une femme aimante, Pyrène. Et quand le vent souffle, les murailles de ce château parlent. Elles racontent des histoires étranges et lointaines. Peu de gens comprennent ce qu'elles disent. Et nos pépés dans le village, ils ont tous un béret sur la tête. Le béret faisant partie de la silhouette authentique de montagnard pyrénéen. Et tout Pyrénéen qui se respecte a 2 bérets dans sa garde-robe. Celui de tous les jours, tout petit, tout poussiéreux, avec des grains de paille de ci, de là, regroupant toutes les senteurs de la montagne. L'odeur des fleurs sauvages, l'odeur de nos vaches et des gastons. Conteur des cimes, pourquoi? Parce que je suis un passionné de montagne. D'abord par ma profession, puisque je suis accompagnateur moyenne montagne. Je suis aussi formateur à Jeunesse et Sport pour les formations accompagnateurs en montagne. Et c'est émergé. J'ai trouvé mon lieu privilégié pour m'exprimer, pour raconter mes histoires. Et ce lieu privilégié, c'est la haute montagne, les refuges. Et un jour, un berger est venu m'écouter et puis il m'a dit « Tiens, ce soir, il y a un grand spectacle. Je vais venir écouter le conteur des cimes. » Voilà l'origine du mot et du nom conteur des cimes. C'est pas vrai! Tu es un menteur! Certes, sire, je suis sûrement un menteur. Mais rappelez-vous ce que vous avez dit hier soir dans la grande salle du château. Que le premier qui allait vous faire dire « c'est pas vrai, tu es un menteur », vous lui offrirez votre fille en mariage. Très, très fort, dit le roi. Vraiment? Très, très fort! Je connaissais très bien ce petit Gaston. On était à l'école ensemble. On braconnait au fond de la vallée, on pêchait la truite à la main.
il avait un petit surnom. On l'appelait Gaston Phébus. Tout ce que je vous ai raconté, ce n'est que la vérité, à part peut-être 2 ou 3 petites choses qui ne seraient pas vraies. Pour moi, les montagnes se ressemblent. J'ai eu l'occasion de faire plusieurs expéditions en Himalaya, dans la cordillère des Andes, vers le Kilimandjaro, aussi en Afrique. Je trouve que les montagnes se ressemblent. Ce qui ne ressemble pas, par contre, ce sont les habitants. Les habitants qui habitent au pied de ces montagnes. On ne peut pas confondre un berbère avec un Maasai avec un Népalais ou un Péruvien. Et ce qui me plaît, moi, dans ces montagnes, c'est la richesse qui est amenée par ces gens-là, par ces gens qui ont une histoire, une culture différente de la nôtre.